tous, c'est Mélie et Mélo et on se retrouve pour une nouvelle comparaison. On va vous parler de notre lecture de Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, qu'on a écouté en audio. Pour donner un peu le contexte. Et de mon côté, c'est un peu la conclusion. J'ai tellement aimé que je me les suis procurées, et en plus dans leurs très belles éditions, ce qui m'a permis de faire quelques vérifications dont on vous parlera par la suite. Du coup, on se retrouve dans la Chine, dans un passé lointain, je ne saurais pas dire la période exactement. Il y a un fort contexte historique que je ne connais pas très bien. On est sur un contexte de bouddhisme aussi. Pareil, dont je n'ai pas forcément toutes les références et toutes les informations en tête. Et on va suivre une jeune femme, Zhu, qui, pour survivre, a pris la place de son frère et du coup se fait passer pour un homme. Se fait passer, mais en même temps, il y a une forme d'identification à un autre genre que son genre de naissance. Elle est dévorée par l'ambition et voilà, elle va passer de petite fille qui crève la faim, très pauvre, à moine, puis dans l'armée, etc. Et voilà, il va se passer plein de choses. Et son but du coup est d'accéder à des hautes sphères de pouvoir. Alors je dirais qu'au début son ambition n'est pas forcément si développée parce qu'en fait la seule ambition qu'elle a c'est de survivre et ça se développe beaucoup plus par la suite parce que je pense qu'il y a une espèce d'appel de la réussite un peu en mode bon bah voilà j'ai réussi à survivre du coup je peux réussir à et il y a un énorme appel à la volonté et au désir, le désir de vie en l'occurrence au début, puis le désir d'autre chose par la suite, qui a beaucoup de... que l'autrice fait beaucoup résonner avec justement le fond bouddhiste du récit et la période historique. En ce qui concerne la période historique, du coup j'ai checké, il s'agit des années 1270 à 1380, un truc à peu près comme ça. Désolée, nous avons un petit invité pour la sieste. Pour ce qui est de cette partie désir et ambition, j'ai vraiment beaucoup aimé cette construction et puis du coup cette augmentation petit à petit. C'est très bien expliqué, c'est très intéressant, ça change de d'habitude. C'est pas forcément, c'est pas jugé, c'est pas décrit comme quelque chose de positif ou de négatif. Je l'ai un petit peu moins aimé sur la fin, mais je m'attends à avoir plus d'explications dans le tome 2 et peut-être que voilà, ça fera évoluer mon avis. Mais c'est ce qui m'a le plus plu, je pense. Et d'ailleurs, ce désir et cette ambition n'est pas présent uniquement chez Zhu, donc le personnage principal. Et à côté de ça, on a aussi un très fort engagement sur des thématiques LGBT et identité de genre, qui sont vraiment très intéressantes. On a deux personnages concernés pour ce qui est de l'identité de genre. Et ces deux questionnements, des cheminements très différents. Et je trouve que c'est intégré dans le récit de façon très subtile au sens où ça va complètement avec l'histoire en fait. Disons que les personnages ne sont pas identifiés par leurs problématiques autour de leur identité de genre, mais c'est leur histoire dans cette fiction historique parce qu'on reste quand même sur un contexte historique existant, sur quelque chose de réel, et ben ces personnages ont existé de par ce contexte historique en fait. C'est ça qui les a créés et ça c'est je trouve très bien amené et très bien fait. Voilà. Il y a un aspect au-delà de la diversité des identités de genre qui est je trouve là aussi très bien creusé, c'est la place de la femme dans ce contexte historique là et qui fait un peu écho quand même à la place de la femme dans notre monde hein. Et à la position qu'elle doit garder et à ce qu'elle est obligée de faire pour se sortir de sa condition de simple femme. Donc il y a vraiment un engagement féministe aussi que j'ai trouvé très beau. Voilà. Pour ce qui est de la magie, alors c'est des touches très légères, vraiment c'est du fantastique très léger. Je pense que ce sera plus développé dans le tome 2.
voilà, il faut pas y aller en s'attendant à avoir un fantastique très puissant, à avoir beaucoup de développement de ce côté-là. Et ça, je pense que c'est pour ça que ce livre a finalement peu fait parler de lui, au sens où il a débarqué sur les réseaux avec, on va pas se mentir, ses couvertures qui donnent super envie, les jaspages, je pense que c'était dans les premiers à en faire, avec la version collector, etc. Sauf qu'en fait, quand on voit une couverture comme ça, à l'époque, c'est peut-être moins vrai maintenant, c'était très identifié au young adulte en fait. C'était identifié à de la fantasy young adulte. On voit des dragons, en fait, à quoi ça m'a fait penser moi, même si c'est pas du young adulte, ça m'a fait penser au prieuré de l'Oranger. Voilà, je sais même pas si c'est Brajlon d'ailleurs, le prieuré de l'Oranger, qui a fait la trad. Non, c'était de Saxus. Donc en fait, il y a tout ce branding autour du livre qui nous vend quelque chose avant même qu'on lise le résumé. C'est de la fiction historique. La partie fantasy est extrêmement faible. C'est pas de la fantaisie avec des dragons, de la magie, tout ça. Il n'y a pas. Je pense que même la magie, elle est tellement comment dire, j'ai pas envie de dire faible parce que c'est pas une question de force ou faible, mais sa présence dans le livre est tellement amenée par petites touches, on pourrait se penser que c'est pas de la magie. Et c'est pour ça, je pense que Mélo utilise le mot fantastique et je pense que c'est très adapté parce qu'en fait, à aucun moment on sait si c'est vraiment de la magie en tant que telle. Bon, sur la fin, on a peut-être un peu moins de doute, mais si c'est de la magie en tant que telle ou si c'est juste la vision que le personnage a de par sa religion ou voilà, des personnes qu'il croise en fait. Et en plus du côté désir et ambition, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce récit, c'est la ruse, les astuces pour s'élever, évoluer, pour survivre et qui font infléchir le cours d'une bataille vers peut-être un camp qu'on ne pensait pas pouvoir gagner. Ça pour moi c'est un des gros points forts et ça va avec l'aspect politique parce que tout est dans le faux semblant, tout est dans le calcul et tout est très bien calculé. Il y a une part de hasard mais elle est tellement repoussée par le désir en fait. Je pense que c'est vraiment ça qui est c'est cette dualité désir-hasard, comme quoi le désir est tellement fort qu'en fait il va donner le pouvoir de l'emporter sur le hasard. Et j'ai trouvé ça, ou même carrément pas sur le hasard, sur des choses qui sont a priori certaines. Et je trouvais ça super chouette. Et pour autant, on n'est pas sur un récit qui nous dit qu'il suffit de le vouloir pour le pouvoir. En tout cas, c'est pas le ressenti que j'en ai eu. Et ensuite, on a des relations très belles et très fortes qui viennent appuyer du coup cette ambition, qui viennent appuyer ces enjeux politiques, c'est un peu manigance de cours, d'intrigues, etc. Des vraiment belles relations. Je sais pas du coup si on est dans du young adulte ou de l'adulte ou en fait, c'est un peu inclassable parce qu'on a une énorme qualité. Là-dessus, d'ailleurs, on parle ouvertement de sexualité par moment. Ça m'a surpris, je m'y attendais pas. On a eu une scène assez claire, assez explicite. À mon sens, c'est de l'adulte. Parce que si on vous a dit que le prieuré de l'Oranger c'était de l'adulte, ça c'est sûr et certain que c'est de l'adulte. Pour moi, c'est peut-être même le prieuré de l'Oranger qui se rapproche davantage d'un young adulte que celui-là. Il y a des amitiés qui se tissent, mais il y a aussi toute la partie calcul où on ne sait pas trop en fait qu'est-ce qui est de l'ordre du vrai sentiment et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'usage en fait, de la manipulation. Ou du besoin d'entretenir cette relation pour survivre correctement quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont imbriquées et ça penche pas vraiment d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses. J'ai vraiment envie d'avoir plus de détails avec ce tome 2, qui est le dernier tome d'ailleurs, donc une duologie. Une autre chose que j'ai bien aimée, qui est liée aux relations, c'est qu'à un moment donné, il y a un personnage qui se doute de quelque chose qui est caché d'un autre personnage et c'est pas plus approfondi, ils en discutent pas plus que ça. Juste un des personnages confirme à l'autre qu'il sait et qu'il en fera rien et qu'elle est safe bref, voilà. Et voilà, j'ai bien aimé comment c'était abordé et pas davantage poussé. Ouais, c'est ce que décrit Mélo, c'est typiquement ce que j'appelle un non-sujet. C'est-à-dire que voilà, des choses qui sont à notre époque, de nos jours, des sujets de société, là, sont complètement intégrés dans l'univers en étant des
sûrement parce qu'ils s'aiment d'une certaine façon. C'est une définition de l'amitié la plus profonde, je pense. Je ne sais pas si c'était vraiment de l'amour parce que c'était assez tôt dans la relation. Pour moi, je l'ai aussi vu comme voilà, ces deux personnes qui tentent de survivre et qui comprennent que voilà, il n'y a pas d'intérêt à enfoncer l'autre pour survivre davantage, ça n'aura pas de lien, enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est des personnes qui sont bienveillantes l'une envers l'autre et qui, voilà, au fur et à mesure, on a vu leur relation se tisser. D'ailleurs, cette relation-là, j'ai beaucoup aimé la voir grandir et malheureusement, dans la deuxième partie, elle est un petit peu moins présente. Une des personnes devient plus un acolyte en fond. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Mélo. Je dirais pas que... Alors, il s'efface, mais je pense que c'est l'effet du récit, parce que on a notre personnage central qui prend justement en ampleur et qui en fait, sans se détacher des autres, parce que ce personnage reste quand même attaché à ses anciennes amitiés. Et, voilà, on sent qu'il y a quand même un lien fort entre tous ces personnages-là. Et c'est juste qu'en fait, il est moins établi dans le récit parce qu'elle est seule en fait dans son désir et son ambition, quoi. C'est un peu, au début, c'était vraiment des soutiens, des supports, et là, c'est vraiment plus elle qui prend le lead complet. Enfin, moi, je l'ai peut-être plus vécu comme ça. Il y a une alternance de point de vue des personnages entre les chapitres, qui est super intéressant et qui fait preuve d'un vrai parti pris, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a les deux personnages principaux qui, eux, ont la voix globale. Donc, notre personnage Zou et son alter ego du côté de l'ennemi, j'ai envie de dire, alter ego sur plein d'aspects. Et donc eux, on les voit vraiment beaucoup et c'est grâce à eux et à leur introspection, je trouve qu'on a cette idée de genre qui est amenée et discutée et voilà, et creusée. À côté de ça, on a d'autres personnages qui sont des personnages un peu plus secondaires, principalement une femme qui s'appelle Ma et qui va lier une relation très très bien construite, je trouve, au fur et à mesure du récit avec notre personnage principal. Et j'ai adoré ce personnage. Je l'ai trouvé tellement en contre-pied de Zou, tellement en contre-pied presque de tout le monde en fait, d'une douceur. Ouais, j'ai adoré. Et en fait, je me demande en parlant là, en y réfléchissant, si c'est pas lié au fait que ce soit une femme, parce que finalement, on a très peu de personnages centraux féminins, à part Ma. Ouais. C'est vrai. Après, Ma, pour moi, elle apportait la touche d'humanité et elle contrebalançait un peu l'ambition dévorante de Zou. Voilà. Par moment, on a son point de vue qui juge la situation, qui est du coup différent du jugement que peut avoir Zou ou de son alter ego. C'est très intéressant et en fait, le récit ne prend pas particulièrement parti, mais juste vraiment, on enchaîne les différents points de vue et on n'a pas les différents points de vue sur une même situation. Ça peut peut-être être un peu étrange pour nous qui sommes habitués à, quand il y a plusieurs personnages, à voir plusieurs fois la même situation ou voilà, en tout cas le voir agencé un peu d'une manière différente. C'est peut-être pour ça aussi que moi je suis un petit peu déçue par l'ambition de Zou à la fin et que je m'attends à avoir un peu plus de détails par la suite. Mais voilà, Ma, comme tous les autres personnages, vraiment c'est un équilibre entre 3-4 personnages, quelque chose comme ça, qui fait que le récit est vraiment très très fort, très très grand, très très beau. Pour ce qui est de toutes les références historiques et religieuses, j'aurais aimé un petit peu plus d'explications, peut-être quelques notes en fin de récit, parce que on est un public européen où voilà, on n'a pas forcément le contexte, on n'a pas forcément la culture nécessaire, même si c'était peut-être au lecteur d'aller se renseigner après tout. Mais voilà, pour tout ce qui est religion et histoire, historique, on peut peut-être être un petit peu perdu, avoir un petit peu du mal à comprendre. Avec quelques recherches peut nous aider, voilà, pour ce qui est de la partie historique, pour que je comprenne un peu qu'est-ce que les Mongols venaient faire là, quels étaient un peu les gens un peu plus légitimes dans leur revendication du pouvoir. J'ai dû faire quelques recherches rapides. Je pense que c'est aussi très lié au fait qu'on l'a écouté et pas lu au format papier, parce qu'en fait au moment, moi je l'avais pas ouvert, hein. Je viens de l'ouvrir pour la vidéo et je me suis rendu compte qu'il y a une note historique au début qui paraît quand même très très courte, donc est-ce qu'il y a tous les détails dont on aurait eu besoin pour comprendre? Je suis pas sûre. Maintenant, il y a aussi les différences culturelles qui là sont
pas forcément lié à la partie historique et bouddhisme, mais vraiment à l'aspect oriental de cette histoire. Je pense notamment aux indications temporelles qui sont, comment dire, qui sont intégrées dans le récit de façon assez particulière. C'est-à-dire qu'à l'oral, il n'y a tellement aucune distinction entre la narration des dialogues et la narration des, je sais plus comment ça s'appelle, des petites parties à l'intérieur des dialogues, genre dit-il d'un ton fâché, enfin ce genre de truc quoi. Qu'en fait il y a des précisions que j'ai vues dans le livre entre parenthèses et qui en fait pour moi étaient partie intégrante du dialogue. Et donc du coup je l'ai relevé comme un point négatif. Par exemple, à un moment donné, il y a un gars qui dit ils arrivent à l'heure du serpent, dit-il, soit entre l'aube et midi, enfin et l'heure du soleil à midi quoi. Et du coup je me suis dit mais c'est quoi cette façon de dire l'heure deux fois alors que normalement les personnes qui dialoguent ont la même référence. Et en fait j'ai vérifié dans le livre et c'est intégré entre parenthèses. Et ça à l'oral c'est pas... Alors ça aurait pu se faire au ton de la narratrice, je pense. Ça aurait pu être intégré un peu plus subtilement. Et à mon sens, même dans le récit, pour ce genre de choses, c'est à ça que servent des notes de bas de page plutôt que l'intégration sous forme de parenthèse. Voilà, c'est mon avis. Donc ça veut dire que même si je l'avais lu, j'aurais relevé ça comme un peu un point négatif parce que, à mon sens, c'est des notes de bas de page et pas des parenthèses, puisque les parenthèses sont utilisées pour d'autres choses plus tard dans le récit et c'est pas pareil. Mais voilà, à mon sens, c'était pas très bien fait à l'oral. Je les aurais plutôt mis dans un glossaire à la fin plutôt que de notes de bas de page qui coupent bien le récit que je ne supporte pas. Que je ne supporte toujours pas depuis le début de la création de la chaîne. Je crois qu'on a fait le tour avec nos remarques pour ce récit. Vraiment, très hâte de lire la suite. Malheureusement, je ne pourrais pas la lire en audio si je veux la lire rapidement. Donc je vais devoir me pencher sur la version écrite. En conclusion, pour moi, c'est de la très bonne fantaisie, entre guillemets, historique pour adultes. Je trouve que l'équilibre sur l'introspection des personnages, les dialogues, les descriptions, l'intégration du côté historique justement, tout ça c'est super bien équilibré. C'est un premier roman d'ailleurs, on ne l'a pas précisé, mais je pense que ça vaut le coup du coup de dire que c'est quand même une très belle réussite. Il n'y a pas à mon sens de grosse longueur, c'est pas un récit rapide, par contre c'est sûr qu'il y a des phases qui sont un peu plus politiques et donc peut-être un peu plus lentes de mise en place. Mais sinon dans l'ensemble j'ai trouvé le rythme vraiment top, j'ai passé un super moment, moi aussi j'ai très envie de lire la suite. Et ce sera chose faite, je l'espère, je dis ça à chaque fois, prochainement. Sur ce, n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà lu cette saga. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.